Allez Coralie, vous avez la parole, c'est vous qui posez les premières questions à la préfète. Oui, alors Madame Le Caillon, régulièrement, vous allez sur le terrain rencontrer des maires, c'est votre marque de fabrique. Mais en ce moment, avec la hausse des dépenses énergétiques et celle du point d'indice, l'entente entre l'État et les élus locaux n'est pas au beau fixe. Quelle remontée vous avez du terrain ? Alors, je ne sais pas si on peut dire que l'entente entre l'État et les collectivités n'est pas au beau fixe, hein. Il est certain, et j'étais à l'Assemblée Générale de l'Association des maires. À Paris ? Non, pas à Paris. Dans le Gard, oui. Celle qui a eu lieu dans le Gard. Et le Congrès national, et avant, oui, il y avait le département. Ce qui était avant le Congrès national. Et bon, c'est vrai que les problématiques de facture d'énergie se posent aux collectivités locales comme elles se posent à nos concitoyens et comme elles se posent également aux entreprises ou aux administrations de l'État. Donc le fait d'aller rencontrer les maires, ça ouvre des espaces de dialogue, on se connaît mieux et c'est, je pense, un peu plus facile d'aborder des sujets, même si évidemment la préfète du Gard que je suis n'a pas la main sur les aides qui ont été décidées au profit des collectivités. Mais évidemment, c'est le sujet qui revient le plus actuellement. C'est le sujet qui revient le plus actuellement, bien sûr, parce que c'est un vrai sujet, notamment pour les communes qui sont en train de renégocier leur contrat d'énergie. Mais voilà, le gouvernement a annoncé un certain nombre d'aides au profit des collectivités locales. Comment l'État aide ces communes ? Alors, vous avez déjà, à l'image de ce qui se passe pour nos concitoyens, vous avez le bouclier tarifaire, alors qui concerne que les toutes petites communes, puisque toutes ne sont pas éligibles. Et puis, pour celles qui sont un peu plus grandes et dont la consommation, enfin il y a tout un tas de critères, il y a la possibilité, c'est assez technique, mais les maires sont bien informés parce qu'on les a informés, permettent une prise en charge d'une partie de la hausse de l'électricité par le gouvernement. Vous avez également fait des avances de dotation, c'est d'ailleurs à lire demain dans l'Expresso sur le site Objectif Gard. Donc les maires avaient la possibilité de demander des avances par rapport à ces hausses. Donc on a mis un arsenal. Et en complément, dans la loi de finances donc, 2023, qui est en fin de vote, il y a également l'augmentation d'un certain nombre d'aides aux collectivités, d'où, et c'est important en mesure de prévention d'économie d'énergie et de transition énergétique, le fameux fonds vert dont on parle et qui, cette fois-ci, dont la gestion sera très fortement déconcentrée au niveau des préfets ou de régions ou de départements. D'accord. Donc ça va se mettre en place sur le premier trimestre. L'État en fait quand même assez pour les communes. Je ne sais pas si l'État en fait assez. L'État fait pour aider les communes. Alors pour aider les communes, mais pour aider les ménages, pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que fait l'État ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une certaine peur. Il y a des gens qui n'allument pas le chauffage. Il y en a même qui ont peur d'allumer la lumière. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens qui nous regardent ? D'une part, il y a les personnes qui sont dans situation les plus précaires et où effectivement le coût de l'énergie, le coût du chauffage. Alors déjà, je dirais, avant la période que nous connaissons, c'était déjà des postes qui étaient parfois très, très, très chers. Onéreux, c'est passeur énergétique. Le gouvernement a mis en place tout ce qui est chèque énergie, etc. Et puis, on invite aussi, à travers des dispositifs de rénovation énergétique, aussi à rénover son habitat pour que ça soit moins des passoires thermiques. La prime Rénov'. Comme la prime Rénov' qui marche très très bien. Sur les communes, c'est intéressant effectivement les questions que vous posent Corentin et Coralie, puisqu'on a le sentiment, nous on le voit à la rédaction, on reçoit beaucoup de communiqués ces derniers jours ou des conférences de presse pour des communes qui annoncent ce qu'elles vont faire en termes d'économie d'énergie. Est-ce que vous avez le sentiment que ça va dans le bon sens et que pour le coup, il y a une vraie prise de conscience des maires des communes du Gard, notamment avec l'extinction des luminaires la nuit, les gymnases, on baisse les degrés à l'intérieur. La fin de l'eau chaude dans les robinets aussi. Pour les toilettes, Eni Métropole, c'est le cas. Oui, mais chez nous, c'est le cas aussi. Donc, je pense que c'est à la fois la prise en compte d'une situation actuelle où, et c'est peut-être un point qu'on abordera et que vous aborderez certainement avec la directrice territoriale d'Enedis, c'est-à-dire que oui, on peut se trouver confronté cet hiver à des difficultés d'approvisionnement en électricité ou en gaz, et oui, ça participe à cette économie générale. Après, je pense qu'on rentre aussi dans une période, avec les évolutions climatiques telles qu'on les a vues, où il faut que l'on soit plus sobre, c'est le mot actuellement, la sobriété énergétique, qu'on soit plus sobre dans notre consommation. C'est des mesures qui pourraient être durables ?
Et c'est des mesures qui peuvent être durables, mais déjà les maires, ça fait déjà un certain temps qu'ils ont remplacé qu'ils ont mis des LED dans leurs luminaires, qu'ils ont fait un certain nombre de choses. Les coupures d'électricité, ça s'est fait déjà ailleurs. Il y a certaines communes, alors je pourrais pas dire lesquelles, mais qui en ont fait aussi. Donc je pense que c'est la prise de conscience que eh bien, le fait d'allumer ou d'éteindre, eh bien, ça a à la fois une incidence sur le coût, mais ça a aussi une incidence sur le niveau de consommation. Et c'est le fait de rentrer dans une sobriété un peu mieux comprise. Surtout que l'éclairage public, pardon Coralie, c'est là où les communes font rapidement des économies. D'éteindre l'éclairage public, par exemple, quelques heures la nuit, comme l'après-midi. De minuit à 5 heures du matin. C'est là où elles arrivent à faire des fortes économies. Oui. Et puis après, au travers du fonds vert que j'évoquais tout à l'heure, ça sera aussi l'aide qu'on apportera et qu'on avait déjà apporté au titre du plan de relance sur la rénovation énergétique des bâtiments publics. Mais du coup, est-ce que ces bonnes pratiques, ça pourra minimiser, éviter, alors on n'y croit pas trop, mais le risque de coupure en janvier, parce qu'on l'a appris aujourd'hui en France ce matin, il devrait y avoir des coupures en janvier. D'ailleurs, vous avez reçu une circulaire en ce sens. Qu'est-ce qu'elle dit et comment vous préparez Alors la circulaire, elle ne m'annonce pas quand est-ce qu'il y aura des coupures. Oui, non, c'est 3 jours après. Non, mais qu'est-ce qu'elle dit cette circulaire Donc la circulaire, elle dit simplement qu'il faut s'y préparer. Oui. Parce que, alors on a déjà commencé, on a déjà travaillé avec Enedis pour déjà définir la liste de ce qu'on appelle les établissements qui sont prioritaires, puisqu'on a défini les établissements qui sont prioritaires. Les hôpitaux. Voilà, et puis après, ça a des incidences. Ça a des incidences sur le téléphone, donc comment est-ce qu'on accède au secours, ça a des incidences sur la vie en général, et il faut qu'on s'y prépare avec les maires. Donc la circulaire, elle nous demande tout simplement, comme on le fait habituellement, de rencontrer les différents acteurs pour s'y préparer. Juste pour terminer, comment vous, à titre personnel, vous le vivez? Parce que c'est quand même, on a eu le Covid, avant il y a eu les attentats, là on va rentrer dans une nouvelle phase avec des coupures d'électricité, on n'imaginait certainement pas ça il y a 20 ans. Comment vous le vivez à titre personnel? Comme tous les concitoyens, je me prépare à essayer de moins consommer d'électricité. Ouais. Après, si c'est en tant que préfète, je dirais une partie de nos missions, c'est aussi de gérer les crises. Et bon, c'est vrai qu'il s'avère qu'on en a eu un certain nombre. Et heureusement, je ne suis pas toute seule. Donc collectivement, avec les services de l'État, avec les services du cabinet, on se prépare. Parce que qui dit coupure d'électricité, ça veut dire qu'on aura notre comité départemental opérationnel qui sera activé. Ça veut dire qu'on aura des gens qui seront là. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit prêt à faire face à toute situation qu'on n'aurait pas prévue. Surtout que les coupures sont prévues, je crois, entre 18h et 20h. Donc s'il y a des coupures, on espère que ça va venir plus cher. 8h et 13h. Ça ne sera pas le cas, parce que sinon on ne pourra pas faire notre émission. Oui. On sera peut-être prioritaire, on essaiera de trouver un générateur, on va acheter un générateur. On peut se brancher La préfecture n'est pas un établissement prioritaire. Ah bon? Eh bien, on n'y arrivera pas alors. Non. Tant pis. Corentin, peut-être une question sur la tournée de Madame la Préfète dans l'ensemble des communes du Gard. Oui, Coralie le disait, vous avez, vous rencontrez souvent les maires. Est-ce qu'il y a des projets de communes ou des élus qui vous ont particulièrement marqué pour l'instant de ce que vous avez pu rencontrer et qui peuvent être différents de ce que vous avez connu dans les départements précédents où vous étiez en poste? Alors, je pense que ce qui est différent, moi j'avais eu l'occasion de le dire, c'est que le Gard, c'est pas l'Allier, c'est pas la Haute-Saône ou les autres départements où j'ai travaillé. À l'intérieur même du département du Gard, des projets dans les Cévennes, c'est pas forcément tout à fait les mêmes que au Grau-du-Roi ou à Bagnols-sur-Cèze. Je pense que ce qui est intéressant et la démarche que j'ai, c'est à la fois pour que les projets des maires puissent se faire, que si pour des raisons X ou Y ils ne peuvent pas, il faut mieux le dire tout de suite. Et puis c'est surtout aussi mieux se connaître, qu'il y ait moins cette appréhension qu'on peut mesurer entre un préfet et un maire, quel que soit le nombre d'habitants de cette commune. Et quand arrivent les moments un peu plus compliqués, comme par exemple on a eu cet été, eh bien c'est beaucoup plus facile de se dire les choses, c'est beaucoup plus facile de travailler ensemble, parce qu'on n'a plus cette barrière d'appréhension. Et puis moi, ça me permet de continuer toujours à découvrir ce beau département. Oui, j'allais dire, ça va faire 2 ans en mars 2023 que vous êtes en poste. Est-ce que vous êtes fait un peu au caractère des Nîmois, des Cévenols Oui, et puis j'espère qu'ils se sont fait au mien aussi. Donc, la vie de Marseille. Non, mais je pense que moi, j'ai toujours pratiqué comme ça, et de la même manière que les maires sont reçus, de la même manière que les sous-préfets d'arrondissement se déplacent, la secrétaire générale adjointe est très souvent sur le terrain aussi, le secrétaire général, parce que la présence de l'État, c'est quelque chose qui est incarné, c'est nous qui l'incarnons, c'est-à-dire nous sommes des personnes, etc. Et ça, c'est important. On a tellement l'habitude de dire que l'État est loin, que l'incarner pour être aux côtés des maires. Essentiel, quand vous allez à une inauguration, moi j'y suis allée là, à Aigues-Mortes samedi dernier sur un... ça peut paraître pas grand-chose. Le nouveau terrain de foot.
C'était même le terrain d'entraînement. Oui, le c'était terrain même pas d'entraînement. Voilà. Et ben vous rencontrez, vous faites couper le ruban aux petits jeunes, aux petits footballeurs. Enfin, vous discutez un peu, parce qu'on a eu des sujets de violence pendant des matchs. Ça permet de discuter aussi avec les responsables du district de foot. Enfin voilà. C'est ce que vous disiez au début, la communication, du coup, ça permet d'éviter des conflits. C'est la clé. Ça permet d'éviter des conflits ou de mieux les résoudre. Coralie, on enchaîne, on parle de transition, de compensation écologique avec 2 gros projets nîmois. Oui, alors vous savez, il y a le futur parc Jacques Chirac à Nîmes. On a trouvé le petit moineau friqué qui risque de coûter cher à la ville puisqu'il doit trouver 3 hectares de compensation. Et puis on a aussi l'implantation de la 2e prison du Gard à Nîmes. C'est parfois un casse-tête pour les élus pour qu'ils mènent à bien leur projet. Qu'est-ce que peut faire l'État pour accompagner ces territoires ? Alors, ce n'est pas qu'un casse-tête que pour les élus, parce que je rappelle quand même que l'établissement pénitentiaire, le maître d'ouvrage, c'est quand même l'État, c'est le ministère de la Justice. Ce qu'on peut faire, je pense, et c'est ce qu'on va essayer de faire l'année prochaine, c'est de travailler ensemble pour anticiper les choses. On sait que le Gard, c'est notamment ce que nous on appelle en superficie, ce qui est couvert par le SCOT Sud-Gard, donc le document d'urbanisme qui gère un peu toutes les possibilités de projet. On sait que c'est très contraint. Alors c'est contraint parce qu'on a des espèces protégées, mais j'ai envie de dire tant mieux pour la biodiversité. C'est contraint parce qu'on a quelques risques d'inondation. C'est contraint parce qu'on nous demande aussi de rentrer dans de la sobriété de superficie. Oui. Et donc c'est de dire comment est-ce qu'on anticipe pour faire en sorte que les projets se fassent. On a un taux de chômage qui est élevé, donc il faut bien que les projets économiques se fassent. Pour concilier les 2 urgences. L'INSEE annonce quand même une croissance forte de population dans la région, et y compris dans le Gard, dans les 15-20 ans qui arrivent. Et donc, il faut bien construire des logements. Et donc, voilà, avec toutes ces données-là, comment est-ce qu'on arrive à construire ? C'est assez compliqué. Comment est-ce qu'on arrive à construire ensemble ? Alors, ce qu'on va faire, c'est que on a obtenu du ministère de la Transition écologique ce qu'on appelle un atelier des solutions, c'est-à-dire de mettre autour de la table avec des cabinets qui vont aider à réfléchir l'ensemble des participants. Alors par exemple la chambre d'agriculture, parce qu'on dit la compensation c'est pas compliqué, on prend la terre agricole. Une terre agricole c'est une terre économique, c'est pas une terre vierge, etc. Et se dire comment est-ce qu'on arrive à se projeter pour travailler sur le développement des énergies renouvelables, installer des nouvelles entreprises, faire du logement, préserver la biodiversité, de ne pas construire en zone inondable. Donc mais voilà, c'est rigolo, cet atelier donc des c'est plus une méthode et d'arriver à réfléchir ensemble. Et arriver à des résultats ensemble. Ce qu'il faut, c'est que c'est pas que chacun réfléchisse dans son domaine. Ce que souhaite faire l'agglomération de Nîmes, ça a un impact sur l'agriculture. Quand nous on dit non, vous êtes en zone rouge de PPRI, comment est-ce que je fais avec le chef d'entreprise qui veut agrandir son entreprise ? Mais est-ce que ce soir, sur le plateau du Club Objectif Gard, vous nous dites un peu que vous êtes la préfète des solutions ? Parce que c'est vrai que depuis le début de notre entretien, vous parlez beaucoup de communication, d'éviter les conflits et finalement trouver des solutions. Ça change de cette image d'État qui réprimande. C'est ce que le président de la République nous demande. Il nous demande d'être des facilitateurs. Donc, on essaye d'être des facilitateurs, ce qui ne veut pas dire qu'on laisse faire n'importe quoi. Mais on essaye d'être des facilitateurs. Corentin, une question peut-être sur les constructions illégales. Oui, justement, vous faites la chasse aussi aux propriétés construites illégalement. On l'a vu il y a quelques semaines. Voilà, à Bernis, vous aviez ordonné la destruction d'une maison construite sans permis de construire sur une zone naturelle. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers de ce type en cours ? On voit que sur le bassin méditerranéen, c'est un phénomène assez présent. Alors, j'ai pas ordonné, j'ai ordonné c'est une décision de justice. Mais en application d'une décision de justice. Vous avez fait appliquer la décision de justice. Il faut quand même être clair. Oui, on a d'autres dossiers, et oui, on souhaite continuer à travailler. D'ailleurs, on a, avec 12 maires ont signé une convention avec Enedis, il n'y a pas très très longtemps, justement pour être très vigilants sur des demandes de raccordement électrique, par exemple. Oui, parce que c'est comme ça que vous arrivez à déceler. C'est un premier point pour déceler effectivement des constructions. Il vaut mieux intervenir tout de suite que de laisser faire, et même si c'est très compliqué. On est en train de finaliser avec les services de la direction départementale du territoire et de la mer sur un dispositif qui a été expérimenté par les collègues de l'Hérault sur des dispositifs de prise de vue. Et d'analyse de vue, donc c'est un logiciel, c'est de l'intelligence artificielle, qui, on est en train de le paramétrer, qui peut détecter si on est sur des prémices de construction. D'accord, donc vous avez prévu vraiment de mettre les moyens. À quelques
alors pas quelques jours d'écart, hein, mais à 2 ans d'écart, eh ben, est-ce que là, on a quelque chose ou pas pour alerter les maires pour pouvoir enclencher tout ça? Les nouvelles technologies, c'est intéressant, les nouvelles technologies. Alors, c'est pas moi qui ai décidé, c'est une commission. D'en faire une priorité. C'est une commission qui existe, donc qui est coprésidée par moi-même et les procureurs de la République, où on passe, j'allais dire, les dossiers un peu les plus emblématiques pour justement essayer de convaincre les personnes qui auraient quelques souhaits d'illégalité de ne pas le faire. Oui. Et c'est aussi une question d'équité par rapport aux personnes qui déposent éventuellement des permis de construire et à qui on dit non. En tout cas, c'est Et qui après vous disent, le voisin, il est en train de faire. Oui. Et oui, et les maires, souvent, ils sont confrontés à Voilà. ce problème. Donc c'est on dur à essaye gérer. ensemble, avec ces 12 maires, là, on va essayer ensemble d'avancer là où c'est plus prégnant. Oui. Et puis avoir aussi des actions de sensibilisation, parce que dans les Cévennes, c'est peut-être moins prégnant qu'en Camargue, par exemple, mais ça existe aussi. Mais parce que le problème de ces constructions illégales, c'est qu'elles sont donc répertoriées nulle part. Et en cas d'incendie, les pompiers, ils ne connaissent pas forcément l'existence de ces bâtisses. Il y a peut-être des gens, c'est dur de les mettre en sécurité. Et ça nous pousse à évoquer, Abdel, le thème du changement climatique. Cet été a particulièrement été marqué par les incendies, avec 1700 départs de feu. Quel est votre regard sur notre saison feu de forêt dans le Gard? Eh bien, bravo les sapeurs-pompiers. Bravo les sapeurs-pompiers, parce qu'à la fois, ils ont été très présents sur notre territoire. Ils ont aussi été appelés à se rendre sur des territoires qui étaient concernés. On a un groupe qui était parti d'ailleurs en Gironde. Oui. Et je voudrais dire qu'ils ont globalement aidé à sauver pour 75 millions d'euros de biens Ah oui, Dans le Gard. dans le Gard. D'accord. ah oui. Voilà. Donc ils sont effectivement essentiels à ce moment-là. Donc c'est essentiel, ce sont des professionnels. Après il faut y joindre aussi dans le travail qui a été fait, notamment sur tout ce qui est la partie judiciaire, enquête, des équipes donc, qui sont composées de la gendarmerie, Eh oui. de l'ONF et de l'Office français de biodiversité pour détecter l'origine des incendies. Et on a vu qu'il y avait quelques incendiaires qui avaient été arrêtés. Et puis après, le gros travail que là, on a à faire et qui est à poursuivre, et que vous avez relayé, c'est tout ce qui est prévention, obligation légale de débroussaillement, les sujets de DFCI. Donc on a co-présidé avec la présidente du conseil Mais quand départemental. vous dites bravo les pompiers, c'est ce que vous allez dire la semaine prochaine au conseil d'administration quand il sera... C'est ce que je leur dis régulièrement. Oui, mais Je n'ai là- pas besoin d'être au conseil d'administration Mais pour leur Madame Caillot, dire. au conseil d'administration, normalement, devrait être votée une augmentation des cotisations des communes. On sait que c'est compliqué pour certains maires, certains sont en colère. Vous allez vous y rendre pour un peu plaider la cause des pompiers et dire il faut cette augmentation parce qu'aujourd'hui, Moi, il je faut ne des suis pas la moyens pour les présidente du pompiers. conseil d'administration du SDIS. Oui. Voilà, on a un rôle bien défini entre le rôle du préfet, qui est un rôle opérationnel, et le rôle du président. Mais du on conseil a bien vu par exemple d'administration. l'été dernier, pour la première fois. Je rappellerai simplement les règles de droit. Qui sont Eh bien, qui sont que sur la partie dépendant des collectivités locales, vous avez la masse dévolue aux collectivités locales et notamment aux communes ne doit pas être supérieure au taux de l'inflation. Et après, on rentre dans des sujets de répartition avec des critères de répartition. Donc, il y a une règle qui existe. Et après, c'est au conseil d'administration de décider à quel niveau il veut mettre la barre. Et moi, je ne rentre pas dans ce... Voilà. Alors, c'est un sujet qui est important parce qu'effectivement, derrière, si on veut que les pompiers soient opérationnels, il faut qu'ils aient les moyens. On sait que le sujet qui a été demandé, notamment vis-à-vis de l'État, c'est l'augmentation de la participation de l'État au financement des SDIS. Oui. Et on attend le rendu du rapport qui est demandé par la loi Matras, qui fait que, normalement, avant le 1er janvier 2023, on devrait un rapport national sur le financement des SDIS. Mais c'est vrai que c'est un dossier qui met, sans mauvais jeu de mots, le feu aux poudres, mais d'autant que votre prédécesseur, lui, quand il y a eu une tentative de justement changer ses critères de répartition, avait soutenu plusieurs communes pour attaquer ces nouveaux critères. Tout simplement parce que Et d'ailleurs, excusez-moi, ce règlement avait été abrogé. Aujourd'hui, on s'en tient à la loi stricto sensu. Oui, parce que la loi, elle est faite pour être respectée. Oui, mais en gros, quand vous dites... Non, mais la vous loi, êtes elle est là, faite, oui, la loi, elle est faire faite respecter pour la être loi, c'est respectée. vrai. Mais c'est vrai que vous avez aussi un message qui est important en direction des communes, parce qu'aujourd'hui, on en a parlé, que ce soit des dépenses énergétiques ou de la hausse du point d'indice. Il y a des maires aujourd'hui qui nous regardent et qui disent « Oui, mais on peut plus augmenter comme Trop de ça choses à sans payer. cesse. » Voilà, trop de choses à Je pense payer. que les représentants des maires au conseil d'administration du SDIS de la semaine prochaine feront valoir leur point de vue.
C'est fait pour ça, un conseil d'administration. Oui, c'est fait pour vous leur répondrez échanger. certainement. Surtout que pour clore là-dessus, il y a un véritable enjeu. On l'a vu cet été, les pompiers l'ont rappelé, avec jusqu'au dernier véhicule engagé. Donc on était limite au bord de la crise. Il y avait d'autres incendies qui se propageaient. C'est ça. Et on a le sentiment que ça va se répéter peut-être les étés à venir. Parce que la différence peut-être par rapport aux autres étés, c'est que lors des autres étés, j'allais dire, les incendies étaient quand même circonscrits dans une zone géographique donnée. Ce qui a changé cette année, c'est que les incendies, et y compris les plus importants, n'étaient pas dans une zone qui était effectivement considérée comme vraiment sensible sur ces sujets. La preuve, c'est que les colonnes des renforts, moi je les ai connues quand j'étais préfète d'autres départements. En fait, on avait des pompiers qui partaient en prévention, renforcer le SDIS du Gard, le SDIS des Bouches-du-Rhône, etc. C'est des colonnes qui arrivent avant même que la saison ne démarre. Oui. Donc, c'est ça qui a changé. C'est-à-dire que la réflexion qu'on doit avoir, et c'est pour ça qu'il y a nous, on a reçu des inspecteurs de différentes inspections de ministères. Il faut évidemment tirer, et c'est ce que le président de la République a demandé, il faut tirer des leçons de ce qui s'est passé cet été, parce que, compte tenu des évolutions climatiques, il y a quand même fort risque pour que ça se reproduise. Alors peut-être pas l'année prochaine, mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est que, on oublie un peu ce qu'on a vécu. Et donc oui, certainement qu'il faut repenser un certain nombre de choses. Est-ce que, Madame la Préfète, cet été, vous avez eu peur à un moment donné? Peur que la situation dégénère parce qu'il y avait des feux certains jours partout dans le Gard? Peur non, parce que les relations directes évidemment qu'on a avec les responsables des sapeurs-pompiers nous montraient que les choses à certains moments étaient plutôt bien maîtrisées, à certains autres oui. Quand on a eu le feu au camping de l'Espiguette, qui était le premier. Oui, qui était le premier de la saison. Là oui, on a eu peur. Quand on a eu le feu dans le secteur d'Aubais, avec Vive, là oui, parce que les maisons, elles sont réparties. Ça s'est joué à très peu, oui. Ça s'est joué à très peu. Donc, quand on a très peur, c'est quand il y a des vies humaines qui sont en jeu. Et moi, je rappelle, les obligations légales de débroussaillement, ça permet quoi? Ça permet tout simplement, même si c'est contre-intuitif, de rester dans sa maison et de ne pas aller encombrer les routes. Donc, il faut tenir tous ces enjeux. Il faut réfléchir à l'évolution, si évolution est nécessaire, de notre système national de sécurité civile contre les incendies. Il faut axer sur la prévention, et c'est pour ça qu'avec la présidente du conseil départemental, on a lancé ce grand travail sur les DFCI, les OLD. Dans certains endroits, il faut peut-être booster l'éco-pâturage, etc. Et puis, pour essayer de faire face au mieux à ces situations. On arrive à la dernière partie de cette interview. Corentin, un mot sur la sécheresse. Avec Aurélie, on parlera de la sécurité. Oui, vous avez pris plusieurs arrêtés cet été, même cet automne. Comment se portent nos nappes phréatiques? Alors pour l'instant, on n'a pas fait de mesures de niveau de nappe phréatique parce que c'est un petit peu tôt. Il faut attendre quand même que l'hiver passe. Mais les pluies qu'on a eues ne nous laissent pas penser qu'elles sont en pleine recharge. D'accord, donc il faut parce que l'été a été très particulier. La chaleur, elle a été sur une longue période. Et donc l'arrêté, j'en ai pas repris, il est tombé tout seul, j'allais dire, le 31 octobre. On a des situations qui se sont un peu améliorées, mais je pense que là encore, comme pour les feux de forêt, il faut qu'on essaye d'anticiper pour trouver des solutions qui soient adaptées aux différents secteurs du département. Comment est-ce qu'on crée des réserves d'eau adaptées, par exemple dans les Cévennes, puisque c'est là où on a de l'élevage, les problématiques d'oignons doux, etc. Comment est-ce qu'on poursuit de l'irrigation, et qui dit irrigation dit maîtrise de la consommation d'eau. Au mois de janvier, j'irai inaugurer un dispositif dans le secteur des Trois Châteaux. Et puis, comment est-ce qu'on travaille? Il y a des collectivités qui sont d'accord pour y travailler sur l'utilisation des eaux résiduaires. Donc, il faut qu'on avance absolument sur ces sujets-là. Et il faut évidemment qu'on soit aussi, de la même manière qu'on essaye de moins consommer d'énergie, il faut qu'on essaye de moins consommer d'eau. Allez, Coralie, on parle de sécurité et on démarre par un sujet inquiétant cette année 2022, c'est la sécurité routière. Oui, alors mi-novembre, on déplorait 57 morts dans le Gard, tués dans des accidents. 2022, est-ce que c'est une année noire dans le Gard pour la sécurité routière? 58 morts. Aujourd'hui? Oui, c'est une année noire pour le Gard. Alors, ça va être un record sur les 7 dernières années. On est revenu au niveau, je crois, de mémoire de 2017.
Est-ce qu'il y a C'est vrai que la 2020-21, c'était un petit peu différent Oui. parce qu'il y a eu des confinements, Il y a eu les etc. confinements. Mais oui, c'est une année noire, oui. Est-ce qu'on a une explication particulière? Le mauvais comportement des gens. Pourtant, je le redis très clairement, il n'y a aucun, dans toutes les analyses d'accidents qu'on a fait, il n'y a aucun sujet d'infrastructure. C'est-à-dire une défaillance de route ou des ronds-points mal. Oui. voilà. Donc c'est quoi? Consommation d'alcool, de stupéfiants? Consommation d'alcool, de stupéfiants, Téléphone au vitesse volant. trop importante. Vous avez la famille qui a un enseignant là, qui a été tué dans le secteur d'Alès. Il ne demandait rien à personne. Il rentrait tranquillement chez lui avec sa famille. Des enfants, ils n'étaient pas attachés. C'est les téléphones portables au volant qui sont des faits aggravants. Et on se dit, nous on avait essayé de créer un électrochoc en affichant nos silhouettes, vous vous rappelez, sur les grilles de ça la fonctionne préfecture. On essaye de monter des dispositifs de dissuasion, on organise des stages de sensibilisation. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Parce qu'on a le sentiment qu'en termes de dispositifs de sensibilisation, de prévention... On n'a jamais retiré autant de permis. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. Peut-être mettre plus. Alors, est-ce que ces derniers mois, vous avez mis plus de gendarmes et de policiers sur les routes pour faire des contrôles? Plus que les années précédentes? Non, Parce que, pas à titre forcément. personnel, moi j'en vois plus, donc peut-être que... Tant mieux, hein. Mais après, ça dépend des moments. Il y a des périodes, quand il y a les fêtes votives, oui, on met beaucoup de personnes sur les routes, on essaye de les mettre. On a fait beaucoup d'opérations anti-rodéo qui ont permis de faire aussi des opérations contrôle, absence de permis, absence d'assurance, Et c'est ça qui etc. fonctionne en fait. Malheureusement, la sensibilisation, ça marche pas. C'est le volet répressif. C'est vraiment dommage que ça ne marche pas. Mais le jour où Et c'est on le constat a qu'on quelqu'un de fait sa aujourd'hui. famille qui meurt, là, on se dit que c'est peut-être dommage. Est-ce que du coup, par rapport à ces chiffres, ça vous donne, ça vous oblige quelque part à renforcer la sécurité avec les fêtes de fin d'année qui approchent? On sait le 25, le 31. Oui, Est-ce que vous allez renforcer? que d'avoir un SAM, c'est bien. Et puis, Mais en termes de force de l'ordre, on va mettre des forces de l'ordre dans la sécurité. Mais je pense qu'ils sont. Si on avait des concitoyens plus raisonnables, on pourrait aussi utiliser les forces de l'ordre à autre chose. C'est propre au Gard ou pas? Est-ce que c'est propre au Gard? Parce que vous avez travaillé, bien évidemment, dans d'autres départements. Moi, j'ai pas connu à ce niveau-là. Ah oui. Mais parce qu'on était globalement sur une baisse et nous, on est quand même un des rares départements où ça augmente. Mais est-ce que finalement aussi, ce qui ne vous manque pas, c'est des moyens? Et donc, transition toute faite dans la loi de finances 2023, le gouvernement a prévu de recruter sur 5 ans 8500 policiers et gendarmes supplémentaires. Est-ce que le Gard va bénéficier de ces recrutements? Est-ce que surtout, il en a besoin? Il en a besoin, comme j'allais dire, comme au point de vue national, parce que oui, les faits de délinquance augmentent. En 2022, ils ont augmenté, ça c'est certain. Alors on a ce sur quoi on travaille, puisque c'est les annonces du gouvernement, la création de brigades de gendarmerie supplémentaires. Oui. Donc on est rentré dans un processus de concertation avec les élus. On sait où ça sera situé ou pas encore? Non, on est rentré dans un processus de concertation avec les élus. Vous avez des idées? Bien tenté. Avec 2 types de brigades. Des brigades fixes, celles qu'on connaît habituellement, mais ça veut dire que derrière, il faut construire la caserne de gendarmerie. Et des brigades plus mobiles, rattachées à une compagnie et qui peuvent être un peu spécialisées, mais aussi viennent renforcer, parce qu'on a besoin de spécialisation. Par exemple, la cybercriminalité, c'est quelque chose qui augmente très très fortement. On voit ce que donnent les spécialisations, par exemple sur les violences intrafamiliales. Moi, je suis allée le 25 novembre à la Maison des Familles de Vauvert et je suis allée rencontrer l'équivalent au commissariat de police pour justement montrer ce qui était fait. Et on voit bien que des spécialités, il faut absolument les développer, des formations. Donc on est dans cette discussion. J'ai entendu une ministre de l'Intérieur qui dirait qu'à Nîmes, il y aurait une brigade de sécurité dans les transports. Ah, Donc ça en fait partie. financé par l'État du coup. Ah bah oui, c'est les police Bon, nationale. ça va faire plaisir à Franck Proust, parce que lui justement, il ne pouvait pas la mettre en place, Voilà. cette brigade Donc, de sécurité. donc c'est tout Ça récent, coûtait hein, trop ça, cher. Oui, oui. ça a à peine une semaine. Hein. Donc ça, Effectivement. c'est dans la perspective aussi des grandes manifestations internationales qu'on va connaître, hein, que ce soit les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde De rugby. de rugby, etc. Donc voilà, la ville de Nîmes était... Alors Nîmes, on a dit Nîmes dans le communiqué, c'est Nîmes ou Aglo. Oui. Hein. Ça Je peut me être fâche- réconcilié je me aussi fâche avec Jean-Paul personne. Fournier avec Gérald Darmanin. Voilà. Sait-on jamais. Mais voilà, donc oui, on est en train de travailler. La police nationale
peut maintenant recruter des réservistes. Donc on a 26 réservistes qui ont été recrutés. Donc oui, les choses avancent. Corentin, on va terminer cette interview par une question autour du Nîmes Olympique, peut-être. Bien sûr. Le Nîmes Olympique, alors il y a eu l'adieu aux Costières il y a quelques semaines. Il y a le stade de transition des Antonins qui est quasiment terminé. Et puis il y aura ensuite le nouveau projet du stade des Costières. C'est vrai que le permis a été déposé, un permis important de construire pour ce nouveau stade des Costières. Où on en est? Et est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour donner le feu vert à Ragnassaf pour faire ce projet? Le dossier est en cours d'instruction. C'est un très long dossier. Mais non, parce que en fait, c'est comme j'avais eu l'occasion de le dire, hein, on a des sujets liés aux problématiques inondations. Ça veut dire qu'il faut quand même que toutes les hypothèses hydrogéologiques soient bonnes, soient validées. On a des sujets d'espèces protégées, de zones humides, donc de compensation. Ce qui était déjà le cas pour le stade des Antonins, puisqu'il oui, mais a dû être déplacé. On l'a fait en procédure un peu plus légère, mais maintenant les études environnementales concernent l'ensemble. Eh oui. C'est long. Voilà, mais le travail se fait en bonne intelligence. Donc pour l'instant, moi, j'ai pas de clignotant rouge qui soit arrivé jusque moi. En général, quand les problèmes, ils arrivent très vite. Donc ça veut dire que ça suit son cours. Voilà. Après, quel sera l'aboutissement, ça, je n'anticipe pas. Beaucoup de questions se posent aussi sur ce stade provisoire parce que, comme son nom l'indique, M. Assaf préfère de transition, mais le permis qui a été donné, octroyé, est sur une structure, on va dire, provisoire. Beaucoup de Nîmois se demandent si ce stade va rester par la suite. Est-ce qu'administrativement, c'est possible ou, quoi qu'il en soit, M. Assaf sera obligé de les détruire? Pour l'instant, il faut qu'on arrive à l'homologation du 10 stade pour que Nîmes Olympique puisse jouer. Déjà. Donc ça va être c'est nos prochaines échéances. Hein. C'est imminent. Surtout s'ils veulent jouer à la fin du mois de décembre. C'est ça, le 26 Donc décembre. on a transmis au président un calendrier qui pour l'instant est plutôt respecté. Après, c'est pas moi qui suis propriétaire du stade et c'est pas moi qui ai délivré le permis. Donc après, je dirais entre la ville. Vous irez assister au premier match le 26 décembre? Je sais pas. Oui. On vous invitera quand même. Je sais pas. J'espère. Madame la préfète, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes les questions de la rédaction d'Objectif Gare.